en 1945. Le maréchal meurt 9 ans plus tard, en 1954. Or, près d'un demi-siècle plus tard, aujourd'hui encore, dès qu'il s'agit de Pétain, la France présente tous les symptômes d'une maladie mentale, la schizophrénie. Les Français se comportent comme s'ils étaient atteints d'un dédoublement de la personnalité. Pourquoi? En 1945, la haute cour décidée par Charles de Gaulle condamne à mort Philippe Pétain pour intelligence avec l'Allemagne nazie. Pétain est donc un traître. Pourquoi? Malgré ce verdict infamant, de Gaulle et tous les chefs d'État français de la Ve République déposent ou font déposer chaque année une gerbe de fleurs sur la tombe de Pétain. Ils rendent ainsi un hommage que l'on réserve aux héros. Pourquoi? Pourquoi ce divorce entre la justice et la pratique des gouvernements? Le procès du maréchal Pétain, lorsqu'on l'examine aujourd'hui, permet-il de répondre à toutes ces questions? Septembre 1939. L'armée allemande entre en Pologne. La France, liée par un traité avec Varsovie, tient sa parole. Elle déclare la guerre à l'Allemagne. Moins d'un an plus tard, Paul Reynaud, alors président du Conseil, rappelle à Paris Pétain. Le maréchal est ambassadeur de France en Espagne. Paul Reynaud prend cette initiative parce qu'il sait que dans l'esprit de l'ensemble des Français, Philippe Pétain reste l'homme qui a battu les Allemands à Verdun il y a à peine 20 ans, celui qui a permis de briser l'invasion ennemie et de relancer le pays dans la victoire finale. Paul Reynaud mise donc sur le symbole Pétain, celui de la résistance à l'Allemagne, et il nomme le héros vice-président du Conseil. Mais c'est trop tard. Le 14 juin 1940, la défaite de la France est d'une telle ampleur que Paul Reynaud abandonne le pouvoir et le cède aux vainqueurs de Verdun. 2 jours plus tard, le 16 juin, le maréchal devient donc président du Conseil, demande l'armistice et l'obtient. Le 10 juillet, les sénateurs et les députés sont convoqués et à une majorité écrasante, 569 voix contre 80, ils approuvent la loi qui donne les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Pourquoi les Français décident de remettre ainsi leur sort entre les mains du maréchal Pétain, à un chef d'État qui a 84 ans et qui choisit de s'installer à Vichy? Ils étaient dans une position désespérée. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les Français ont la réputation d'être arrogants. Ce qui est vrai quand ils parlent à des étrangers, mais entre eux, ils sont d'un naturel très différent, constamment en train de s'interroger, de se critiquer eux-mêmes. En fait, je ne connais aucun pays où les gens sont aussi préoccupés de qui ils sont, de pourquoi ils ne sont pas les meilleurs. Et ils font cela en partie pour montrer qu'ils sont intelligents, ce dont ils sont très fiers. Ça leur permet de critiquer, de montrer qu'ils sont meilleurs que d'autres. Mais ils font cela, en même temps, ils se rendent compte que cette attitude critique est malsaine. Et en 1939, c'est devenu une maladie. Que va faire Pétain du pouvoir qui lui est alors confié? Au lieu de se dresser face à l'occupant, le régime de Vichy se jette dans ses bras avec une sorte de complaisance qui le conduira à la complicité avec les crimes du nazisme. Dès le lendemain de la loi qui octroie les pleins pouvoirs au maréchal, le gouvernement de Vichy s'applique à détruire les institutions républicaines et à les remplacer par l'État français. Le 18 octobre 1940, sans que les Allemands ne le réclament, Vichy proclame un statut des Juifs. Les 22 et 24 du même mois, octobre 40, le Premier ministre Pierre Laval et le maréchal Pétain se succèdent à Montoire pour serrer la main d'Hitler. Le 30 octobre, le chef de l'État prononce un important discours. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays.
C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. Février 41, Laval quitte le gouvernement. Août 41 commencent les premières exécutions d'otages. Novembre 1942, les troupes anglo-saxonnes débarquent en Afrique du Nord. Par représailles contre l'offensive alliée, l'Allemagne abolit la zone libre et occupe l'ensemble du territoire français. Le gouvernement de Vichy, à nouveau dirigé par Pierre Laval, renforce sa collaboration alors avec l'occupant, crée la milice en 1943 et renforce le service du travail obligatoire, le STO. En France, 76 000 juifs seront déportés au cours de l'occupation. La résistance qui multiplie ses actions entraîne une répression de plus en plus féroce de la milice, encouragée par les discours du maréchal qui condamne le terrorisme. Plus la fin de l'occupation approche, plus il est clair que le régime de Vichy n'est qu'un instrument au service de l'Allemagne. En décembre 1943, Pétain ira même jusqu'à accepter le contrôle allemand sur ses actes. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en Normandie. Le 25 août, le général de Gaulle entre à Paris. À partir de juin 1944, la reconquête de la France par les Alliés s'accompagne d'exécutions sommaires, d'humiliations, de spoliations et de règlements de comptes. On évalue aujourd'hui à près de 10 000 le nombre de personnes exécutées en l'absence de toute procédure judiciaire. Ce qui est à la fois regrettable, mais inévitable. Il y avait également une situation qu'il fallait traiter, qui était le désordre et les menaces d'anarchie qui existaient en France à l'époque, et surtout les menaces d'exécution sommaire, de vengeance privée, et par conséquent, le pouvoir politique dans ces conditions-là, à partir du moment où l'appareil judiciaire traditionnel est inapte à remplir ses fonctions, est obligé de créer une structure judiciaire qui a tant bien que mal le mérite d'éviter trop de débordements. Et il est certain que les tribunaux d'exception créés par le gouvernement du général de Gaulle après la guerre ont finalement assez bien limité les énormes dégâts que pouvaient provoquer des explosions populaires ici et là en France. Dès 1943, le Comité français de libération nationale prévient que Pétain sera jugé pour trahison à la libération. La Haute Cour de justice est alors créée pour juger les membres du gouvernement de Vichy. Cette juridiction d'exception va à la fois qualifier les faits et les sanctionner. C'est à elle que va revenir le soin d'exécuter l'ordre d'informer contre Pétain et tous les autres. Le 5 avril 1945, Pétain est à Sigmaringen en Allemagne où Hitler le retient en otage. C'est là qu'en écoutant la radio, il apprend qu'il va être jugé malgré son absence. Philippe Pétain décide aussitôt de rentrer en France pour, dit-il, sauver son honneur. Le 23 avril, il profite de l'avance alliée et de la débâcle allemande pour se réfugier en Suisse. En toute logique, les autorités françaises devraient souhaiter l'extradition du maréchal pour le remettre à la justice. Bien au contraire, De Gaulle semble préférer que Pétain reste à l'étranger et soit condamné par contumace. Il convoque l'ambassadeur de Suisse à Paris pour l'informer que la France s'apprête à demander officiellement l'extradition de Pétain, mais que lui, De Gaulle, souhaite, en secret, que cette demande soit refusée. Le gouvernement suisse juge la démarche insolite et répond qu'il se conformera au désir du maréchal Pétain. C'est-à-dire quand Pétain a obtenu des Allemands qui soient conduits à la frontière suisse, parce que je crois que les Allemands ne savaient pas très bien quoi en faire non plus, et que les Suisses ont accepté de le prendre, ils ont prévenu à ce moment-là le général qui leur a dit bah, « c'est très bien, gardez-le ». Et puis c'est Pétain lui-même qui a manifesté le désir de rentrer en France. On ne pouvait pas l'empêcher, c'était impossible. Mais il savait très bien, et le général redoutait aussi, que son retour en France entraîne naturellement un procès, puisque
étaient en cours des procès des adjoints de Pétain, de ceux qui avaient suivi ses ordres. Donc il était évident que le principal responsable devait lui-même être présenté à la justice. Première anomalie dans cette affaire, première manifestation éclatante de l'ambiguïté qui la caractérise. On proclame depuis 2 ans que le maréchal Pétain est un traître, qu'il faut le juger et le châtier, mais on veut le juger sans qu'il soit là. On souhaite surtout qu'il reste là où il est, en Suisse. On veut à la fois le condamner à mort sans pouvoir exécuter la sentence. Pourquoi? Un emmerdeur dans cette histoire, c'est le maréchal. Il devait rester en Suisse, il devait être condamné par contumace. Puis il n'a pas joué le jeu. Le maréchal refuse en effet le compromis diplomatique qu'on lui propose. Il veut s'expliquer, justifier sa politique, persuadé que De Gaulle, son ancien élève, son ancien collaborateur, celui qui tenait sa plume à l'école de guerre, l'écoutera. Pétain de Gaulle, c'est la même caste, le même clan, la même école d'origine, Saint-Cyr. Le 26 avril 1945, Philippe Pétain traverse de son plein gré la frontière franco-suisse. À son entrée en France, il est arrêté et incarcéré au fort de Montrouge, aux portes de Paris. Son procès, qui devait se dérouler sans lui, a déjà fait l'objet d'une première instruction, close le jour même de son arrivée en Suisse. Sa présence rend donc nécessaire une deuxième instruction. Elle sera très brève. Elle ne va rien changer à l'acte d'accusation. Elle est menée tambour battant par le juge Bouchardon. Le juge Bouchardon ne s'est pas contenté, comme tous les magistrats, de prêter serment de fidélité à Pétain en 1941. Au journal de la milice, Je suis partout, il a confié en 1942 tant sa haine des Juifs que de la République qui a réhabilité Joseph Caillot, un homme politique qu'il a poursuivi en 1917 pour pacifisme. Ces prises de position, certes, sont anciennes. Elles ne gêneront pas l'honorable magistrat, notamment lorsqu'il s'agira de reprocher à Pétain d'avoir organisé une persécution raciale. L'instruction, en tout cas, est si rapide qu'elle néglige des archives précieuses, pourtant nécessaires à l'équilibre des débats. Pour sa défense, Philippe Pétain a choisi 3 avocats. Le bâtonnier Payen, Maître Lemaire et Jacques Izorni, qui a défendu quelques mois plus tôt l'écrivain Robert Brasillac, accusé de collaboration. Le procès est prévu pour le 23 juillet. Il va se dérouler dans un pays déchiré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la victoire de 1945 a suscité dans le pays plus d'amertume que d'allégresse. La Seconde Guerre mondiale n'a pas été gagnée par la France. La participation minoritaire des forces françaises libres aux côtés des armées alliées ne pouvait effacer l'humiliation profonde et durable de la débâcle de 1940. 1918 avait été la victoire de tous. 1945 est une victoire qui ne peut être revendiquée que par une infime partie des Français. 1945 est d'abord et avant tout l'éclatante victoire des Alliés qui ont vaincu autant le nazisme que l'Allemagne. Voilà pourquoi cette victoire n'inspire qu'un enthousiasme relatif chez les Français qui ont collaboré, et ils sont nombreux. Elle gêne également tous ceux qui, s'ils sont profondément patriotes, partagent avec les Allemands les idées anticommunistes, anti-bolcheviques et parfois aussi antisémites. Au début, tous les Français étaient pétainistes, sans que ça veuille dire... ils avaient une reconnaissance, le maréchal les protégeait, le maréchal était leur garantie, leur caution. Il les confortait dans l'idée que peut-être on pourrait être sauvé sans avoir à se battre. Hein? Et c'est ça qui était un peu honteux. Et d'une certaine façon, petit à petit, quand même, des strates entières de la société s'étaient détachées de Pétain. Il y avait d'abord eu les militaires, qui n'avaient pas aimé le renvoi de Végan, la victoire de Darlan sur Végan, et qui avaient jugé que le renvoi de Végan par Pétain signifiait qu'il n'y avait pas de double jeu. Bon. Puis l'Église, qui avait été le chantre le plus enthousiaste de Pétain, à la fin, peu à peu, était un peu... Sa charité
la charité qui fait partie de son essence à l'Église, avait quand même jugé à la fin que ce qui se passait pour les déportés, pour les juifs, etc., était honteux et elle stigmatisait le maréchal. Et la petite Église, les curés, très vite avaient sauvé l'honneur de l'Église catholique en France. Bon. Et puis, il y avait toutes sortes de couches sociales qui se détachaient peu à peu. Et puis enfin, si vous voulez, malgré tout, la victoire des Américains était quelque chose de souhaité par tout le monde. Donc les gens s'étaient détachés par phase, par strate, voyez, et ils voulaient oublier qu'ils avaient tous été pétainistes. Il y avait toutes sortes de résistances, toutes sortes de formes de résistance civile, qui commençaient d'abord par écouter la radio anglaise, ce qui comportait des risques, parce que si on était pris, on était fusillé. Enfin, on n'était pas fusillé, mais on était otage, et puis après, on ne sait pas. Ou qui résistaient de toutes sortes de manières, et la résistance civile n'a cessé de s'accroître. C'est en 1945. Les gens des camps arrivaient, on venait de gagner la guerre. Les gens des camps arrivaient. Nous étions dans un état épouvantable. On apprenait tous les jours la mort d'un ami, la mort d'un ami, comme c'était mon cas, ou d'un parent. Un homme comme Raymond Raoul Lambert, un héros de la guerre 14-18, mort avec sa femme, ses 3 enfants, et sa belle-mère, qui s'appelait Bloch. On apprenait tout ça, on savait qu'on ne les reverrait plus. On allait à Lutetia, chercher les hommes qui revenaient, ou les femmes, on ne les reconnaissait pas. Et puis alors on a su l'assassinat de Mandel, l'assassinat de Jean-Gé, l'assassinat de Dormois, l'horrible assassinat de Victor Bach et de sa femme. Alors inutile de vous dire qu'on n'avait pas le cœur à l'indulgence. On avait, aujourd'hui le temps est passé, et je suis de ceux qui n'oublient pas, mais on avait beaucoup de haine à l'égard de ceux qui avaient permis ces crimes. Ambiguïté de la justice. Lors du procès Pétain, les 4 magistrats qui sont à la tête de la haute cour, présidée par le conseiller Mongibaud, assistés par messieurs Donaguig, Picard et Sénac, ont tous prêté serment au maréchal en 1941. 4 ans plus tard, les voilà chargés de juger celui qui fut leur chef suprême. Seul le procureur général Mornay n'a pas prêté ce serment. C'est qu'à l'époque, le procureur était à la retraite. Quant aux jurés, leur choix n'est pas dû au hasard. Ils ont été tirés au sort sur une liste composée exclusivement de résistants et des rares parlementaires qui ont refusé les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940. Entre ces jurés qui ne peuvent que condamner et cette magistrature qui a fait acte d'allégeance au régime de Vichy, il est facile pour la défense de s'interroger sur ce que peut signifier la justice en politique. Mais pourquoi une juridiction si exceptionnelle, certes en des temps exceptionnels, pour juger un personnage qui a tenu une place exceptionnelle dans notre histoire? Pourquoi? À cette époque, les Français qui avaient résisté et qui constituaient les jurés du procès réclamaient vengeance. Alors que les juges, eux, avaient été vichistes, puisque souvent ils avaient préparé le procès d'Orion eux-mêmes, et que Pétain voulait sauver son honneur, en montrant qu'il avait été résistant, ce qui était sa parole répétitive, c'est-à-dire qu'il avait bien résisté aux Allemands, oui, d'une certaine façon, oui, c'est vrai, mais il avait quand même collaboré, et plus que ça, tout en résistant, n'est-ce pas? Donc chacun avait son point de vue, d'où l'ambiance extraordinairement trouble du procès. L'ambiance commençait au départ de chez moi, car je partais dans un fourgon de police, car j'étais très menacé. Je recevais tous les jours des coups de téléphone m'annonçant qu'on allait me descendre. On a tiré sur moi à Neuilly où j'habitais, et j'allais au palais de justice avec une voiture de police devant et derrière et dans un fourgon de police. 23 juillet 1945, première audience. Le greffier lit l'acte d'accusation limité principalement à 2 points complémentaires. Premièrement, crime d'attentat contre la sûreté intérieure de l'État. Deuxièmement, intelligence avec l'ennemi en vue de favoriser ses entreprises en corrélation avec les siennes. La première partie des griefs formulés contre le maréchal, l'accusation de complot, est de loin la plus faible. Si Pétain s'était laissé condamner par contumace,
elle aurait permis de liquider cette accusation à bon compte toutes les ambiguïtés de la période de l'occupation. Selon la thèse développée par l'acte d'accusation, Pétain, de connivence avec Hitler, aurait mis au point le scénario de l'armistice qui devait créer les circonstances favorables à son accession au pouvoir. Quand Philippe Pétain aurait-il fait cela exactement? À l'époque où il était ambassadeur en poste à Madrid? Ce qui suppose alors une longue préméditation, une complicité avec Hitler et un pari cynique sur la défaite de la France. Le maréchal Pétain aurait donc été un agent de l'ennemi. Pourquoi une telle accusation fondée sur une thèse aussi ridicule? Pourquoi? En fait, Pétain a toujours secrètement espéré être appelé à une charge suprême depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il a joué quelquefois un rôle comme ambassadeur en Espagne en 1939, auparavant pendant la guerre du Rif. Il a failli être candidat à la présidence de la République. Donc ça le chatouillait de jouer un grand rôle autre que celui d'un ancien vainqueur de la guerre. Mais on ne peut pas dire qu'il ait prémédité techniquement, qu'il ait préparé sa venue au pouvoir. Et la preuve, c'est que lorsqu'il va être nommé à la relève de Paul Reynaud, il n'a personne avec lui. Il n'a pas une équipe, des complices, des gens prêts à prendre le pouvoir. Et il prend comme chef de cabinet le premier qu'il rencontre, qu'il avait eu comme chef de cabinet en Espagne. Donc, on ne peut pas dire qu'il est comploté comme on l'a cru pendant longtemps. Mais qu'il y a eu un complot de la droite, d'une certaine façon, pour l'installer au pouvoir, ça c'est sûr. Eh bien, on a reproché à Pétain ce qu'on pouvait le moins lui reprocher. On a voulu absolument qu'il soit arrivé au pouvoir en 1940 à la suite d'un complot. On a voulu affirmer qu'il était mêlé aux affaires de la cagoule avant-guerre. Donc complot contre la République, coup de force contre la République. Et cela, c'était le pouvoir de la libération qui voulait assurer la légitimité, sa légitimité. Il fallait que la parenthèse vichiste soit refermée et écartée de l'histoire de France. Il fallait rétablir la continuité entre la Troisième République et la Quatrième République. Et donc, entre ces deux républiques, il y avait un rien juridique. Ben, pas du tout. Il est évident que Pétain est arrivé au pouvoir à la suite d'un vote de l'Assemblée nationale, enfin réuni à Vichy, dans des conditions certes un peu exceptionnelles, mais tout de même. Et surtout que tous les Français étaient d'accord. On lui a reproché d'avoir signé l'armistice, mais l'immense majorité des Français étaient d'accord pour qu'il signe l'armistice et que ça s'arrête, cette guerre qui était perdue. L'immense majorité des Français a vu sombrer la Troisième République sans pousser un seul cri de récrimination et un seul soupir de regret. Bon, il avait 90-95% de la France avec lui à ce moment-là. Et c'est ce qu'on lui reproche, pour des raisons politiques. Durant tout le procès, le maréchal Pétain reste quasiment muet. C'est son avocat, Jacques Izorni, qui lui a conseillé cette attitude. À la première audience, l'ancien chef de l'État français s'est borné à lire une déclaration rédigée par Maître Izorni. En 1940, lit Pétain, je ne demandais ni ne désirais rien. On m'a supplié de venir. Je suis venu. Je devenais ainsi l'héritier d'une catastrophe dont je n'étais pas l'auteur. Lorsque j'ai demandé l'armistice, j'ai accompli un acte nécessaire et sauveur, oui. L'armistice a sauvé la France et contribué à la victoire des Alliés en assurant une Méditerranée libre et l'intégralité de l'Empire. Du pouvoir qui m'a été confié légitimement, j'ai usé comme d'un bouclier pour protéger le peuple français. Pour lui, je suis allé jusqu'à sacrifier mon prestige. Je suis demeuré à la tête d'un pays sous l'occupation. Voudra-t-on comprendre la difficulté de gouverner dans de telles conditions? Chaque jour, un poignard sous la gorge, j'ai lutté contre les exigences de l'ennemi. L'histoire vous dira tout ce que je vous ai évité, quand mes adversaires ne pensent qu'à me reprocher l'inévitable. Le procès n'apportera aucune preuve réelle du complot. Les débats porteront aussi sur le choix essentiel de la capitulation ou de l'armistice. La capitulation aurait impliqué pour la France vaincue une administration allemande sous l'autorité d'un Gauleiter.
La capitulation aurait laissé au gouvernement français le choix de l'exil, et de cet exil, il aurait lancé un appel à la résistance. Il aurait pu dire « Continuons le combat ». C'est ce que va faire De Gaulle. Le maréchal Pétain choisit, lui, l'armistice. Pourquoi? La capitulation avait été demandée par Paul Reynaud, qui voulait lui-même se dégager des engagements qu'il avait pris d'une manière tout à fait légère avec les Britanniques en mars 1940 à Londres, au cours d'un conseil suprême. Et il ne lui plaisait pas du tout de demander l'armistice, puisqu'il était engagé à ne jamais demander un armistice. Donc pour lui, il tenait à ce que l'armée française capitule, ce qui était absolument inadmissible pour le général Weygand, qui était à l'époque généralissime, car une capitulation devant l'ennemi est la chose la plus honteuse pour des soldats. Ils doivent se battre jusqu'au dernier moment et ensuite éventuellement être submergés. Mais il était inadmissible de capituler. D'ailleurs, la capitulation aurait en toute hypothèse amené les mêmes résultats, des résultats beaucoup plus terribles que l'armistice, puisque les divisions allemandes, les 100 divisions allemandes qui étaient à l'assaut de l'armée française, eh bien, auraient dépassé ce qui a été ensuite la ligne de démarcation, auraient envahi toute la France, et ensuite auraient sauté sur l'Afrique du Nord. Notre flotte aurait capitulé, elle qui n'avait pas été battue, et notre armée de l'air, qui survivait à 50%, et qui n'avait pas été battue non plus, aurait été remise aux Allemands. Le général reprochait essentiellement au maréchal Pétain d'avoir demandé l'armistice. Il estimait que tous les moyens dont disposait la France pour poursuivre la guerre n'avaient pas été épuisés. Et c'est exact, vous savez qu'il y a 400 avions de combat en état de combat qui sont passés en Afrique du Nord, sans parler de la flotte qui était absolument intacte et qui aurait pu, dans l'équilibre des forces, jouer un rôle considérable. Et la demande de l'armistice, c'est-à-dire en fait la mise du gouvernement français sous la férule de l'ennemi, c'est ça que le général de Gaulle approchait essentiellement au maréchal Pétain. Si l'armistice n'avait pas eu lieu, s'il y avait eu un Gaulletter quelconque placé à la tête de la France, aucune confusion n'aurait été permise dans l'esprit des Français. Tous les Français auraient su que c'était un Gauletter. Le drame de Pétain, c'est que sa haute autorité, sa grande figure, que tout le monde reconnaissait, a dévoyé au sens vrai du mot beaucoup de gens très sincères. Ils se sont dit, si Pétain est comme ça, si Pétain fait cette politique, c'est lui qui a raison. Et des tas de Français ont été abusés par son engagement personnel à lui. Il a détourné de la bonne voie d'innombrables Français qui ont pu bien faire, des jeunes aussi, qui sont engagés soit dans la LVF, soit dans la milice, qu'on a été obligé ensuite de condamner, de fusiller, mais c'est de sa faute, ça. C'est ça qui est dramatique, c'est que le fait que cet homme-là, lui, tel qu'il était, ait demandé l'armistice, a créé une confusion nationale épouvantable, dont d'ailleurs nous ne sommes pas encore totalement sortis. Il a obtenu cet armistice dans des conditions tout à fait exceptionnelles, comme d'ailleurs les Allemands l'avaient obtenu en 1918. Il a même dit qu'il avait les larmes aux yeux, n'est-ce pas, quand il a appris par Foch que l'armistice était demandé par les Allemands et qu'il allait être accepté. Le maréchal Pétain n'en voulait pas, il voulait poursuivre les Allemands et les battre complètement au-delà du Rhin, de façon à ce que la guerre de 14-18 et les sacrifices de tous nos soldats puissent être couronnés par une véritable victoire. Et sa stratégie défensive, c'est la convention d'armistice qui protège la France et qui l'empêche d'être polonisée. Et la Pologne, comme la Grèce à l'époque, est occupée. En Pologne, il y aura 15% de la population qui sera détruite, et en Grèce, 12%. Si nous avions eu 10% de morts en France, ça aurait fait 4 millions de Français morts. Il faut à tout prix éviter la polonisation. Et la polonisation est empêchée uniquement par la convention d'armistice. Il faut donc la respecter. La polonisation, c'était pas un risque pour la France à ce moment-là, car de toute façon, si vous vous rappelez, en Pologne, on avait exercé dès le début, dès la capitulation de la Pologne, on a exercé un contrôle total du pays, de l'économie, des gens. On a fait déjà des rafles, on a débuté avec une politique raciale. Ici en France, c'était jamais prévu, c'était plutôt ici un pays riche qui offrait à l'économie allemande beaucoup de possibilités en point de vue de devises, de matériaux précieux, aussi d'installation d'une industrie très, très fiable et très riche, par exemple Renault pour les chars, Bloch pour des avions, etc. Ça veut dire la polonisation, ce n'était pas un programme pour la France. Pétain et Laval ont eu réellement. Je ne dis pas que c'est une
crainte qui est légitime ou qui n'a pas de vrai fondement. Mais je voudrais d'abord dire qu'ils l'ont eu. Ses partisans ont affirmé qu'il avait évité aux Français des années plus pénibles que celles qu'ils ont connues. Nous étions le seul gouvernement, nous étions le seul pays en Europe occupé, avec un gouvernement se présentant comme légitime, légal. Le seul. Et là, l'honneur de la France en prenait un sacré coup. Quant au sort des Français, je dois vous dire que, vu de l'époque, c'était secondaire, à mes yeux. Tout à fait secondaire. La France passait avant les Français. Pour beaucoup, l'armistice est un crime impardonnable. Il n'y a pratiquement pas d'autre exemple de héros national qui brouille, perturbe la société et couvre la lâcheté de tout un peuple. Cependant, même ses plus farouches opposants reconnaissent que si la réaction de Pétain avait été différente au moment de l'offensive alliée en Afrique du Nord, il aurait encore pu sauver l'honneur. L'offensive anglo-américaine de 1942 constitue un instant décisif dans le destin de la guerre, du maréchal Pétain et de la France. Enfin, des officiers généraux au service d'une puissance étrangère ont refusé d'obéir à mes ordres. Généraux, officiers, sous-officiers et soldats de l'armée d'Afrique, n'obéissez pas à ces chefs indignes. Je vous réitère l'ordre de résister à l'agression anglo-saxonne. Pourquoi Pétain, vieux soldat au service de la France, laisse-t-il passer ce que l'histoire retiendra comme un tournant dans son destin? Cette foi que les gens ont eue dans ce vieil homme, ce maréchal, jusqu'en 1942, jusqu'au moment où le débarquement en Afrique du Nord, avec les Américains et les Anglais, ont libéré l'Afrique du Nord, ils ont mis le pied. Eh ben, tout le monde disait, le maréchal Pétain, beaucoup de gens croyaient que le maréchal Pétain c'était le bouclier en France et De Gaulle l'épée de l'autre côté. Et puis, le débarquement d'Afrique du Nord arrive, on attend que le maréchal Pétain et le maréchal Weygand, les deux héros de la guerre de 14, fassent leurs petites valises. Il y avait un avion tout prêt pour les embarquer dardard sur Alger, étant donné que les Allemands n'avaient pas encore envahi la zone sud. Ils ne sont pas partis, ils sont restés. Et quand les Allemands ont envahi la zone sud, on a encore pensé, un certain nombre de gens ont encore pensé, mais il va rentrer chez lui, il va aller se mettre dans sa retraite de Villeneuve-Loubet, il va se considérer comme prisonnier de guerre. Pas du tout, il a continué de fonctionner comme chef de l'État. C'est effarant. Et c'est le moment où un certain nombre de gens, surtout les notables de la société, qui avaient les anciens combattants, tous ces gens qui avaient eu confiance en Pétain, à partir de ce moment-là, ils se sont dit, ben non, ça marche pas. Ça marche pas, ce type, il est au service des nazis, il n'y a pas de doute. Loin de saisir la chance que lui offre l'offensive alliée, malgré l'occupation de la zone libre, malgré la démission d'un certain nombre de ses ministres, dont l'amiral Darlan, Pétain reste à Vichy et rappelle Pierre Laval au gouvernement. Et c'est à partir de ce retour que la collaboration avec les occupants s'accélère. Dans un procès criminel ordinaire, la logique veut que les actes délictueux commis par l'accusé soient au centre des préoccupations. Bizarrement, dans le procès Pétain, d'autres éléments semblent l'emporter. Et c'est finalement Maître Izorni, avocat de la défense, qui va très habilement ramener les débats sur le terrain des crimes commis par le régime de Vichy. Il est tout de même étonnant que ce soit la défense qui pose cette question et pas l'accusation. Pourquoi? Il a eu la chance de disposer d'un avocat génial, Izorni, qui a compris que le procès tournait bien pour lui, parce que, pour Pétain, parce que les hommes de la Troisième République, appelés comme témoins, défendaient la Troisième République et du coup confortaient la montée au pouvoir de Pétain. Et c'est, comme il y avait un malaise, parce que le vrai problème c'était quand même la répression à l'époque de Vichy, c'est lui, Izorni, qui a eu le génie oratoire d'en parler lui le premier, pour exorciser le mal de cette façon. Le maréchal Pétain a toujours dit qu'il menait un double jeu avec les Allemands, consistant à leur faire croire qu'il leur cédait,
pour en fait aider à la reconquête du pays. Vrai ou faux? Ou la vérité est entre les deux? Vous savez qu'il y a eu l'envoi à Londres d'un émissaire qui s'appelait le professeur Rougier. Or, on sait très bien que la visite à Londres de Rougier a été un échec. Moi, je ne crois pas au double jeu. Quand on fait le double jeu, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne laisse pas la flotte se saborder. On n'envoie pas à Hitler des félicitations parce que des troupes françaises, des Français, hélas, s'engagent et portent l'uniforme allemand. On n'envoie pas un télégramme en Algérie, au Maroc, pour dire, et en Tunisie, pour dire aux troupes françaises, n'hésitez pas à vous battre contre l'envahisseur. Enfin, vous vous rendez compte, si Pétain avait pris l'avion pour aller à Alger après le débarquement des troupes alliées en Algérie, ben peut-être que De Gaulle n'aurait jamais pris le pouvoir. Tout pouvait changer. À ce moment-là, même ceux qui étaient pétinistes, j'en ai vu, vous savez, après, ils nous ont rejoints à Londres, Valentin, l'ancien bras droit du colonel Delarocque, il a fait une guerre magnifique après. Tous ont compris qu'il n'y avait pas de double jeu. Cela dit, moi je vois une conséquence terrible dans ce soi-disant double jeu, c'est que beaucoup de braves gens, des gens excellents, animés des meilleures intentions du monde, ont cru, tout simplement, non pas au double jeu, mais au jeu de Pétain, et que quand Pétain collaborait et affirmait hautement et clairement qu'il souhaitait collaborer avec l'Allemagne, et qu'au fond il attachait son char à celui de l'Allemagne, eh bien ces gens-là se sont engagés dans la LVF, se sont engagés dans la milice, c'était quelquefois de très jeunes gens, de très très jeunes gens, et sont allés à la mort, ou sont allés après au déshonneur, ont été jugés, épurés, condamnés à de la prison, ont eu leur vie brisée, tout simplement parce qu'ils avaient cru à ce que disait le maréchal Pétain, car le maréchal Pétain avait d'une certaine façon conquis la France en lui disant qu'il haïssait les mensonges qui nous ont fait tant de mal, et donc cet homme-là ne pouvait pas être suspect de double jeu, puisqu'il avait affirmé d'emblée, dès son arrivée au pouvoir, en juillet 40, qu'il haïssait le mensonge et que lui ne mentirait jamais. Donc comment voulez-vous que des gens croient qu'il menait double jeu? Non, les gens ont cru au simple jeu, et pour eux ça a été un jeu mortel, et ça a été le jeu du déshonneur. Les poursuites contre les Juifs et les résistants ne pouvaient pas ne pas être évoquées au cours de ce procès. Regarde, on va lui donner à manger, d'accord? Il ouvre la bouche, et il l'avale. Appuie sur le bouton. Pierre, pas télé avant manger. Réglez avec la carte American Express, la plupart de vos achats sont protégés pendant 90 jours, qu'ils soient volés ou endommagés. Oh, Pierre! American Express, être membre a ses privilèges. Bon, tu oublies que cet appareil a une bouche. Tu as compris, bonhomme? Minutes avec Paris Match, toujours au cœur de l'événement. Quand on commence par mettre dans des camps des juifs étrangers, très vite les juifs français et d'autres suivent, des arabes, des tziganes et beaucoup d'autres résistants. Les Allemands ne demandaient rien au maréchal. Le maréchal a été le premier, devançant les Allemands. Il a été le premier à demander le statut des Juifs dès le 27 septembre 1940. Et le 3 octobre, on proclame le statut des Juifs avec tout ce que ça comportait. Nous sommes le seul pays à avoir eu un gouvernement collaborateur. Le roi de Norvège s'est exilé, la reine de Hollande s'est exilée, le roi de Danemark a porté l'étoile juive. Nous sommes les seuls occupés qui avons eu un gouvernement de notre pays. C'est honte pour la France.
On a retrouvé dans les dossiers de Pétain des dizaines de lettres de Français qui lui écrivaient ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire des familles arrachées à leur domicile, séparées, mises dans des wagons à bestiaux, etc. Il n'a pas manqué d'avertissement, mais tout simplement, les Juifs ne l'intéressaient pas. C'était un antisémite tranquille. Et quant aux exactions de la milice, bien sûr qu'il était au courant. Bien sûr qu'il était au courant. Vous savez, à son procès, il y a eu un épisode dramatique. Il y a eu un grand mutilé de 14-18, le général de Lanurien, qui est venu témoigner en faveur de Pétain. Et Lanurien a donc dit tout le bien qu'il pensait de Pétain, et les jurés, qui étaient tout de même d'anciens résistants, avaient du respect pour cet homme, encore une fois, qui avait été un combattant extraordinaire. Et puis l'un des jurés a dit tout de même: je voudrais demander au général de Lanurien s'il se souvient des lettres qu'il a envoyées à telle époque au maréchal Pétain. Et le général de Lanurien a dit mais parfaitement, et c'était des lettres qui ont été lues, où il félicitait Pétain d'avoir déclenché la répression contre la résistance, et donc d'avoir lancé la milice aux trousses de la résistance. Et ça a fait un effet évidemment déplorable, car ce témoin montrait que Pétain était au courant de tous les crimes, de toutes les exactions de la milice. Et là, Pétain, qui n'a pas été vraiment extraordinaire, toujours pendant son procès, s'est levé et a dit en montrant Lanurien: je ne sais pas pourquoi il est là, mais en tout cas, c'est pas moi qui lui ai demandé de venir. Autrement dit, il désavouait un témoin qui venait témoigner. Donc, il était au courant, bien sûr qu'il était au courant. Il n'en ignorait rien. À l'origine, le procès Pétain a été construit comme une formalité. Le maréchal devait être jugé par contumace. Or, puisqu'il est là, pourquoi ne pas avoir traité à fond à l'audience l'une des vraies et grandes questions de cette période? Comment le maréchal a utilisé le pouvoir que les Français lui ont confié? Le procès Pétain, c'est le procès non seulement de la collaboration avec l'ennemi, mais je dirais surtout de cette entreprise menée contre les Français eux-mêmes, en tout cas contre certaines catégories de Français. Ce sont les lois antisémites, les lois racistes qui sont édictées par Pétain dès l'été 1940, et alors que les Allemands ne lui demandent rien. Et il décrète un code raciste qui va plus loin que ce que les Français d'avoir là à portée de la main un homme qui, lui, a mis la pâtée aux Allemands en 1917, en 1918. Et donc c'est le recours suprême. Bon, et on va le chercher, et il va protéger le pays. Et au lieu de protéger le pays, il lance une partie du pays contre l'autre. Il déclenche une guerre civile froide. Car véritablement, quand on persécute les Juifs, quand on persécute les francs-maçons, quand on persécute tout ce qui est laïque, tout ce qui est enseignant comme il l'a fait, véritablement, c'est une guerre civile froide. Et ça, c'est sa responsabilité. Et lui seul pouvait le faire. Lui seul avait le prestige. Laval était aussi compromis que tous les hommes politiques de la Troisième République. Lui seul pouvait le faire. Et on en a encore des conséquences aujourd'hui, près d'un demi-siècle après. Et puis alors, guerre civile froide, il va déclencher la guerre civile chaude avec la création de la milice. Il y a d'abord la Légion des volontaires français sur le front de l'Est, qu'il va bénir, qu'il va encourager, dont ils vont... et puis la milice. La milice qui va vraiment perpétrer des exactions dans tout le pays, massacrer, elle se livrait à une répression absolument sauvage. Et sa responsabilité, là encore, est énorme. Il a encouragé ces actions de la milice. Bien que la Haute Cour ait été une juridiction d'exception siégeant dans une situation de quasi-guerre civile, il est indéniable que la défense a pu s'exprimer au point d'ébranler les convictions des membres du jury. J'ai vu comment, au cours des jours de ce procès, des hommes devenaient lâches et sans courage. C'est la première des choses. Les gens qui, au début, étaient agissants, je les ai vus, mais je le dis, et ça, c'est très important, justement, pas des résistants authentiques. Des gens qui, par hasard, étaient devenus jurés résistants parce qu'ils n'étaient pas à Vichy pour voter contre Pétain. Et qui, sans doute, je le répète et je le crois, s'ils avaient été à Vichy, ils auraient voté pour Pétain. Alors, j'ai vu au cours des gens essayer de trouver des excuses. Il ne faut pas le condamner, c'est tout de même, il représente la France, c'est le vainqueur de Verdun. J'ai vu tous ces changements gênés quand on leur parlait des crimes de la milice, par exemple. C'est incontestable. Là, on voit
ce que les hommes peuvent changer, des hommes sans courage. Le 11 août, le procureur général Mornay prononce son réquisitoire. Thème général, la trahison. Mais évidemment, le dernier mot revient à la défense et à Maître Izorni, l'avocat de Philippe Pétain. Vous avez fait parler les morts, dit Izorni. J'appelle à votre bar les vivants, ceux qui ont été libérés, ceux qui ont été protégés. Vous avez entendu les voix des hommes qui sont partis. Laissez-moi entendre la voix des femmes qui sont restées. Magistrats de la haute cour, vous portez dans vos mains le destin de la France. Quand j'ai terminé, je pense qu'il y a eu vraiment une très grande émotion. Et Mornay s'est levé, il a traversé la salle et il m'a dit, « Maître, vous avez dit exactement tout ce que je voulais. » Nous sommes retirés dans la salle, dans une grande salle, vous savez qu'il faisait une chaleur accablante. Alors, il y a eu un moment où on n'avait pas très envie de rire, et tout d'un coup, on voit Mongibaud, qu'on avait vu en robe, la majesté de la robe, en bras de chemise, et puis fouillant dans la poche de sa veste qu'il avait mis derrière la chaise, sortir un papier, et dire voilà ce que je vous propose. Et il proposait 5 ans de bannissement. Évidemment, on était interloqués. Même les plus modérés ne pensaient pas à 5 ans de bannissement. Alors il a lu les attendus tout, mais devant la réaction, il a fait machine arrière. Ça a été très dur. Il y a eu des altercations entre les durs, si je peux dire, et les mous. Mais vous savez que le premier vote a donné 23 voix, oui, je ne veux pas 24 et 13, 23 voix pour la peine de mort. Il y a eu un premier vote, le principe de la peine de mort. Bon, et c'est à ce moment-là, alors que Delattre est venu à la charge, il était avocat, non sans talent, et il a fait une plaidoirie, c'était impossible de condamner un maréchal de France. En plus, sur des vieillards, il y avait Bernard, le sénateur Bénard, je crois, Bénard, et Lévy Alfandéry, des gens qui, à l'époque, avaient mon âge, qui étaient plus âgés que moi et que je considérais comme des vieillards. J'ai changé d'avis depuis. Et bien, il a agi sur eux. Il leur a dit, voyez-vous, vous serez montrés, il a employé cette expression, comme des régicides. Ceux qu'on condamnait à mort, le Louis XVI, ont traîné ça toute leur vie, leur famille aussi. Mais pour vous, s'adressant à Lévy Alfandéry, ça sera pire, parce que n'oubliez pas que vous êtes juifs, et ça retombera sur tous les juifs. Un argument épouvantable qui avait fait réagir violemment le reste des jurys. Et évidemment, il a tout tenté pour que la peine de mort ne soit pas votée. Le comte Boinet, le gendre de Mangin, qui s'est élevé et qui a demandé avec force la peine de mort, il a dit au nom de mes camarades, de mon réseau mort, torturé, je demande la peine de mort. Et alors il y a eu un autre vote, et vous le savez, ça a été 14 contre 13, ça a été de justesse. Et il est évident que Delattre a influencé beaucoup de jurés qui étaient déjà hésitants, que j'avais vu fléchir, comme je vous l'ai dit, au cours des audiences, et à ce moment-là, il a obtenu 13 voix. Donc, je suis le 14e. Quand à 4 heures du matin, nous sommes allés en séance publique et que nous avons lu, que le procureur général a lu le jugement condamnant Pétain à mort. Ça a été vraiment, pour moi, c'est dur d'entendre quelqu'un condamné à mort, debout devant cette salle, à 4 heures du matin, je crois. Toute la salle debout et qu'on lui vous êtes condamné à mort à la dégradation. Il faut vraiment ne pas avoir de cœur pour ne pas être touché par la séance. Tout a été, quand on lit, là encore, de temps en temps, quand il m'arrive de lire l'analytique, je vois bien le rôle que j'ai joué, mais vraiment, la dernière séance, c'était vraiment quelque chose de terrible. Ce qu'il y a de certain, c'est que le général voulait que la condamnation ait lieu. C'était un problème de principe. Pétain, par sa présence, on l'a dit, était responsable de tout ce qui avait suivi, des exactions insupportables et intolérables, de nombreuses trahisons individuelles, donc par conséquent, il était nécessaire que le principal responsable soit condamné. C'est une nécessité. Vous allez avoir, tout au long des procès de l'épuration, des gens accusés qui vont dire « mais j'ai obéi aux ordres du maréchal ».
Par conséquent, il est impossible de condamner les subordonnés sans condamner, sans juger en tout cas, celui qui leur donnait les instructions, ou en tout cas à qui ils se réfèrent, qui sera leur caution tout au long de l'épuration. Donc c'est une nécessité, on ne peut pas éviter de juger le maréchal Pétain, c'est une nécessité. Le but de ce procès n'est pas de rendre justice aux victimes de la collaboration, mais de prouver que les Français n'étaient pas responsables des exactions commises par Vichy. Il est évident que si le maréchal Pétain était parvenu au pouvoir par la violence, s'il y avait eu complot, la responsabilité du peuple qu'il avait choisi était donc entièrement dégagée. Le jugement est obligé de reconnaître qu'il est impossible d'établir l'existence d'un tel complot. Cependant, il retient malgré tout l'idée de préméditation chez le maréchal. Pétain est condamné pour intelligence avec l'ennemi. Pour un homme qui a dirigé le seul régime de l'histoire de France qui ait pris part de façon active et consciente à un génocide, la qualification paraît dérisoire. Emporté dans son ambiguïté, la Haute Cour n'hésite pas, dans son jugement, à émettre le vœu que la condamnation à mort ne soit pas exécutée. On savait la justice aveugle, la voici atteinte d'un curieux dédoublement de la personnalité. Elle souhaite que sa main ignore les décisions prises par sa tête. Le verdict est la condamnation à mort, l'indignité nationale et la confiscation des biens. Mais, je cite, « Tenant compte du grand âge de l'accusé, la Haute Cour, dans son arrêt, émet le vœu que la condamnation à mort ne soit pas exécutée. » Pourquoi ? J'avais bien entendu des contacts avec le cabinet du général de Gaulle, en particulier avec M. Palevski. Je rencontrais régulièrement Palevski dans les couloirs du Sénat, et Palevski m'a dit, le général pense qu'il faut condamner à mort, mais qu'il faut évidemment le gracier tout de suite. Si on fusille Pétain, on fusille d'une certaine façon la France. Toute cette France qu'il a suivie pendant des années, en tout cas pendant l'année 40, pendant l'année 41. Bon, ça n'est pas possible. Il reste l'homme de Verdun. Vous savez, moi j'avais 14 ans quand il a été jugé. Mes parents étaient résistants, donc pas suspects du tout de pétainisme. Je me souviens de la presse de l'époque, qui était féroce pour Pétain, qui exigeait la mort. Mais je me souviens aussi de cette ambiance dans la rue, partout, au moment du procès Pétain. Il y avait un grand sentiment de gêne, il y avait un grand sentiment de gêne, parce qu'on se souvenait bien de ce qu'avaient été les sentiments, le sentiment général en 1940. Et donc, qu'on le condamne, oui, il fallait effacer cette page-là, mais l'exécuter, alors là, ça n'aurait pas été convenable, vous comprenez, parce que ça aurait été vraiment exécuté, enfin, et considéré comme digne d'être exécuté, ce qu'on avait été, d'une certaine façon, 4 ans plus tôt, tant de Français, en tout cas. Les résistants en 1940, ils étaient rares. Il y avait ce sentiment de gêne, il y avait ce sentiment, oui, d'être entre deux chaises, le désir de fusiller en lui les crimes, tout ce qui avait été commis en son nom, 4 années qui n'avaient pas été glorieuses au total, et en même temps, la certitude que si ces années n'avaient pas été glorieuses, c'est parce que tout de même la France y avait consenti. Hein. Donc son âge a été un prétexte bienvenu pour éviter que le sang du maréchal Pétain fût répandu. Le maréchal Pétain est mort au fort de la Pierre-Levée à l'Île-Dieu le 23 juillet 1951. Chaque année, et malgré le verdict infamant qui l'a frappé, l'indignité nationale, la confiscation de tous ses biens, chaque année, une gerbe de la présidence de la République est déposée sur la tombe du maréchal. J'entends encore aujourd'hui, moi je suis frappée, certains au Parlement européen par exemple, récemment un de mes collègues néerlandais, je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que vous avez, pourquoi est-ce que vous nous en voulez? Il me dit, on ne vous pardonnera jamais de vous être couché comme ça en 40. Les Français ont voulu oublier qu'ils détournaient la tête quand ils voyaient embarquer les Juifs, qu'ils détournaient la tête quand on emmenait des résistants, qu'ils détournaient la tête. Ils n'ont pas voulu se le remémorer, parce qu'ils pouvaient juger que ces résistants amèneraient des représailles, qu'ils fusilleraient tout le monde et que le maréchal avait raison. Donc on en voulait aux résistants de créer un cycle de terreur qui serait peut-être plus nocif, jugeait-il désormais, voyez,
que s'ils avaient participé à la résistance. Donc les gens avaient toutes sortes de raisons de se cacher un peu de ce qu'ils avaient fait, parce que souvent ils avaient pu croire qu'il fallait le faire, puisque le maréchal était la caution de cette lâcheté collective, vous voyez. Le drame de l'affaire Pétain est dans le fait que les Français ne s'y retrouvaient plus à l'époque. Ils ont hésité entre le courage et la couardise, la duplicité et la complicité, le vice et la vertu, l'esprit de sacrifice et de compromis. Le maréchal fondait son pouvoir sur cette ambiguïté entre le bien et le mal. La condamnation à mort de Pétain a été ressentie durement par beaucoup de Français et la grâce accueillie avec soulagement par tout autant de Français. L'ambiguïté de cette condamnation à mort assortie instantanément d'une grâce n'a d'égal que l'ambiguïté de ce procès qui se caractérise par le silence jeté sur l'essentiel du problème. Faire le procès de Pétain revenait à faire le procès des Français et d'un drame national que la société française aujourd'hui encore n'est pas capable d'assumer. Faute de ne pas avoir dit la vérité sur une défaillance collective, le procès Pétain n'aura pas permis au pays d'exorciser ses démons. Au contraire, il aura consolidé la fuite vers le faux semblant et fait s'évanouir une tragédie dans le non-dit. En quelque sorte, on l'a caché, cette tragédie, comme un bossu essaie de cacher sa bosse. Minutes avec Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Sport 6 donne le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Découvrez en avant-première les stars, les 24 équipes qualifiées et revivez les exploits du passé. Tout, vous saurez tout sur le mondial italien. Sport 6 spécial Coupe du Monde, le samedi et le dimanche à 12h05. Oscar Lafontaine, le candidat du Parti social-démocrate aux prochaines élections en RFA, a été très gravement blessé lors d'un meeting électoral. Il a été poignardé par une femme. Le coup a touché l'aorte, sa blessure est grave, il a perdu beaucoup de sang, mais sa vie n'est pas en danger. Son agresseur a été arrêté. On ne connaît encore ni son identité, ni les raisons de son acte. Oscar Lafontaine est le candidat de l'opposition à la chancellerie ouest-allemande. Non, il ne serait pas mort à ce moment-là. Les corps de Nicolas et Elena Ceausescu sont trop raides. Selon des scientifiques bordelais, leur exécution a été maquillée. Ils sont morts bien avant. La nuque d'Elena présente déjà une rigidité cadavérique, chose qui ne se produit généralement que plusieurs heures après un décès. Deuxième point, la coulée de sang. Cette coulée sanglante qui est déjà coagulée, alors que la scène avec le médecin légiste, là, est supposée arriver quelques secondes après la fusillade, théoriquement. Vous voyez tous les impacts de balles. Troisième point, l'impact des balles dans le mur. Il y a très nombreux impacts de balles sur le mur. Ces impacts se situent au niveau des jambes, enfin à partir du sol jusqu'au niveau, disons, de l'abdomen. Et on est très étonné de constater qu'en fait, on n'a aucune trace de sang sur les corps à ce niveau-là. En tous les cas, c'est au moins une reconstitution de quelque chose. Mais ce n'est certainement pas en direct. Les autorités roumaines démentent cette thèse.
Le 55e sommet franco-allemand qui se tient à Paris scelle la réconciliation entre les deux pays après une série de malentendus. Le premier entretien entre les chefs d'État s'est déroulé dans un climat particulièrement chaleureux. Ils ont travaillé sur l'union politique de la CEE et Helmut Kohl a redit aujourd'hui à François Mitterrand son attachement à l'Europe malgré l'unification allemande. Mark descend, son cri a été entendu. Les mutins de la prison de Strangeways à Manchester se sont rendus après que les forces de l'ordre aient donné l'assaut. Les mutins étaient retranchés dans la prison depuis 25 jours. 100 gardiens armés sont entrés dans la prison. Les 5 derniers mutins ont été évacués à l'aide d'une grue. Si vous êtes de vrais révolutionnaires, ne libérez plus d'otages occidentaux. Les États-Unis sont de mauvaise foi. C'est le message qu'a lancé un dirigeant intégriste libanais, Hussein Moussaoui, au groupe qui détient des Occidentaux. Cet appel est dû à une résolution américaine de la Chambre des représentants qui, hier, a déclaré Jérusalem capitale d'Israël. Les manifestations continuent à Bucarest contre le gouvernement roumain et en particulier contre Ion Iliescu. Les manifestants dénoncent le maintien du communisme et le mépris du gouvernement qui les a traités de vagabonds comme Ceausescu peu avant sa chute. Pour les autorités, les manifestants sont manipulés selon des techniques modernes, dit-on là-bas, dans le cadre de la campagne pour les prochaines élections. Violeta Chamorro a été investie à la présidence de la République du Nicaragua. Elle remplace Daniel Ortega, le sandiniste. Mais Ortega a lancé un nouvel avertissement. Le Nicaragua risque de sombrer dans le chaos si la Contra ne dépose pas les armes. Les femmes algériennes vivant en France ont peur de ce qui se passe dans leur pays. Les manifestantes, soutenues par quelques hommes réunis devant l'ambassade d'Algérie, ont mis en garde leur gouvernement contre la montée de l'intégrisme islamique. Elles ont aussi demandé l'abrogation du code de la famille qui place la femme sous la tutelle de l'homme et autorise la polygamie. L'islam devient une idéologie. Elle n'est plus l'apanage du peuple algérien tout entier, c'est-à-dire que les Algériens sont musulmans depuis des siècles, seulement elle devient l'apanage d'un groupe actuellement qui prétend au pouvoir. Alors les femmes s'inquiètent parce que jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir n'a pas été en leur faveur, mais si ces groupes, ces intégristes prennent demain le pouvoir, ce sera encore pire. Attention, demain journée de grève dans la fonction publique. Néanmoins, il ne devrait pas y avoir de problème à la RATP. 2 trains sur 3 à la SNCF, 1 vol sur 2 à Air France et Air Inter. Les secteurs les plus touchés seront probablement l'éducation nationale et les PTT. Hubble, le télescope spatial, a été largué avec succès par l'équipage de la navette américaine à 21h38 heure française. Largué à 600 km d'altitude, au-dessus du Pacifique, près des îles Galapagos. Le télescope a très bien supporté le voyage dans la soute de Discovery. Pourtant, le déploiement de ces panneaux solaires s'est fait difficilement. C'est la phase la plus délicate de l'opération. Hubble enverra sa première image dans une semaine, une image éloignée de la Terre et une image d'un autre temps. On soupçonne par exemple qu'il y aura des objets extrêmement lointains, peut-être très puissants, mais comme ils sont très loin, il nous arrive très peu de lumière. Et les objets lointains sont typiquement des objets qu'on voit tels qu'ils étaient dans un très lointain passé, puisque la lumière a mis beaucoup de temps à se rendre à nous. Et ça, c'est un des espoirs les plus intéressants, c'est d'étudier les périodes, disons, infantiles, peut-on dire, l'enfance de l'univers. Henri Lecomte a battu l'Argentin Alberto Mancini au 2e tour de l'Open de Monte-Carlo, battu en 2-7, 6-4, 6-4. Lecomte n'est pourtant que 152e mondial, alors que Mancini, tenant du titre, est 17e. Je n'ai pas aussi bien joué depuis Roland Garros en 1988, a-t-il déclaré à la fin du match. Marseille reprend la tête du championnat ce soir grâce à un match nul contre Saint-Étienne. Les Marseillais sont à égalité de points avec Bordeaux, mais ont une meilleure différence de but, plus 37. Il y avait un autre match en retard, Mulhouse et Monaco, qui ont fait match nul, 1 partout. Premier but, Franck Priou pour Mulhouse. Égalité en 2e mi-temps par Clément.
Le coup de blues de l'écrivain Max Gallo. L'ancien porte-parole du gouvernement maurois fait le bilan de près de 10 ans de socialisme, un bilan aussi cruel qu'un mauvais sondage. Max Gallo est toujours membre du Parti socialiste, il est aujourd'hui député européen. Vous êtes en face de votre écran, vous avez 19 ans. Et moi je suis un homme politique, un écrivain, député socialiste européen, et j'ai été membre du gouvernement. Si vous avez 19 ans aujourd'hui, vous avez eu 10 ans en 1981. Et moi, ce soir, je suis inquiet en m'adressant à vous et en même temps, je suis mécontent pour moi-même et pour mes camarades qui sont au gouvernement. Parce que je me dis que, au fond, les problèmes que vous avez dans la vie quotidienne, que les Français ont dans la vie quotidienne, et les problèmes de la France, parce que les problèmes de chaque Français, quand ils s'ajoutent, ça fait les problèmes de la France. Ben, ces problèmes, je ne sais pas si nous les avons résolus. Et moi, je dis très franchement, je vous dis que si vous êtes mécontent, moi, je partage votre sentiment sans aucune démagogie, avec esprit de responsabilité aussi. J'ai été responsable de ce qui s'est fait dans ce pays, de ce qui se fait dans ce pays. Mais j'ai décidé, moi, depuis maintenant quelques mois, de dire à haute voix précisément mon mécontentement parce que je suis inquiet, parce que j'ai le sentiment que vous êtes inquiet aussi. Après 10 ans de pouvoir socialiste, et 10 ans c'est une épreuve de vérité, c'est long, 10 ans, on s'habitue aux hommes, et surtout on peut mesurer l'écart qu'il y a entre ce qu'on a promis et puis ce qui s'est fait. Et moi je constate que les inégalités se sont accrues, je constate que, bien sûr c'est pas la faute de mon gouvernement je dirais, mais je constate que les amphithéâtres sont pleins, je constate qu'il y a toujours des chômeurs, je constate autrement dit que ce que nous avons promis il y a 10 ans, et même plus, ne s'est pas réalisé et semble avoir peu de chances de se réaliser. Alors je dis, ça fait tout cela une crise profonde pour la France, c'est mon sentiment. Elle ne se voit pas encore, elle commence à se sentir dans des sondages, mais ça, après tout, les sondages, ça monte et ça descend. Mais il y a une crise profonde de l'identité française. Il y a une crise profonde de savoir qu'est-ce que c'est que ce pays aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour moi, être français, qu'est-ce que nous pouvons attendre de l'avenir de ce pays qui est le nôtre, auquel nous sommes attachés. Qu'est-ce que ça veut dire l'Europe pour la France? Qu'est-ce que ça veut dire le Maghreb demain avec 100 millions de Maghrébins? Qu'est-ce que ça veut dire cette présence-là pour la France? Qu'est-ce que ça veut dire les immigrés pour la France? Il y a les solutions racistes, renvoyons-les. Il y a ceux qui ne savent pas trop quoi dire, qui disent on va leur donner le droit de vote à des élections locales. Et puis il y a ceux qui, comme moi, disent, peut-être parce que je suis moi-même fils d'un immigré il y a très longtemps, il y a 2 générations, il faut qu'ils deviennent français comme nous. Il y a donc des problèmes fondamentaux que, je crois, le gouvernement doit absolument affronter, et pas seulement affronter avec des mots. Quand vous regardez par exemple l'audiovisuel public, c'est un aspect public. Est-ce qu'il est très différent de l'audiovisuel privé? Pas du tout, il est plutôt plus mauvais. Alors, on entend de belles déclarations dans tous les domaines, dans ce domaine-là, dans les autres. Le temps des belles déclarations est terminé. Je crois que vous n'êtes plus crédule, et je dirais, c'est tant mieux. Demain encore, le ciel sera capricieux. En début de journée, les côtes de la Manche et les côtes du Nord essuieront quelques bruines. En cours d'après-midi, les nuages envahiront les régions allant de la Bretagne aux Ardennes. Il pleuvra un peu sur la Normandie et le Nord-Picardie. Des résidus orageux affecteront encore les Pyrénées, les Alpes et le sud du Massif central le matin. De nouvelles averses orageuses se développeront à nouveau sur ces reliefs l'après-midi, y compris sur le Jura. Partout ailleurs, éclaircies et nuages alterneront. À l'aube demain, il fera de 2 à 4 degrés, de Aurillac 9 à Perpignan. L'après-midi, la douceur sera de rigueur, 13 degrés minimum sur les côtes du nord-ouest et 21 degrés dans le sud-est. L'assurance auto qui se paie au kilomètre. Renault a le vent en poupe en Allemagne de l'Ouest. Elle a raflé 4,3% du marché là-bas en mars, devenant première marque étrangère avec sa R19. Les députés entament demain l'examen du projet de loi qui permettra le mariage de Renault avec Volvo, seul véritable opposant le groupe communiste.
Le Premier ministre pourra éventuellement engager la responsabilité de son gouvernement sur ce sujet. Saint-Gobain vient au secours de l'américain Norton, fabricant d'abrasifs et de céramique, coût de la contre-OPA 11 milliards de francs. Si elle réussit, ce sera la plus grosse opération de rachat du groupe privatisé aux États-Unis. 200 millions de francs encore débloqués en 90, l'aide d'urgence française à l'Est passe au total à 320 millions. Ils serviront à la formation, à l'assistance et à l'association de partenaires publics et privés. Le ministère de la Santé a présenté son plan pour remédier aux carences des urgences à l'hôpital public. 208 millions de francs supplémentaires seront débloqués par la Sécurité sociale pour leur fonctionnement et 118 postes de médecins en plus permettront de mieux assurer les permanences 24 heures sur 24. Oui. Alors oui. Le pouvoir de dire oui, c'est oui. Oui. Crédit Lyonnais. Le pouvoir de dire oui. Les vents, bah oui, elles sont bien. Oui, elles sont divines. Ah oui, elles sont très drôles. Ben moi, j'ai été les voir 3 fois. Et encore, elle n'a pas tout compris. Oh oui, elles sont charmantes. Charmantes? Vous voulez dire excitantes, oui? Si vous manquez les 6 dernières des Vampes à l'Olympia, du 5 au 10 juin, ne venez pas vous plaindre, on vous aura prévenu. Les Vampes à l'Olympia avec Skyrock et M6. Bonjour, bienvenue à tous dans Fréquence Star du dimanche matin et du mercredi soir, maintenant vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, je reçois celui dont on dit, dont la presse dit, avec son teint laiteux, son regard obstiné, ses lèvres hostiles, sa crinière de manouche et sa bouille d'ange un peu déphasée. Ça commence bien. On dit également de lui, le talent bien troussé, il monte plus vite qu'un téléphérique turbo solitaire, comme un Edelweiss, c'est de mieux en mieux. Et enfin, citoyen européen et lonesome rocker. Eh bien, toutes ces dénominations pour un seul personnage, il s'agit de Stéphane Escher qui fait son Fréquence Star aujourd'hui. Alors avant de nous entretenir avec Stéphane Escher, je vous propose de redécouvrir les clips de Stéphane. Regardez. Tomorrow will be your day, and we dance, just dance away. And then the flowers fall, yes, tomorrow. Bonjour Stéphane Escher. Bonjour, bonjour. Ça vous fait quelle impression de vous regarder comme ça, redécouvrir vos clips en clip? Ça vous a fait rire tout à l'heure? Oui, il y a 2 clips qui me font rire, oui. Combien de temps? Non, pas combien de temps. Two People in a Room et I Tell This Night, oui. Pourquoi ça vous amuse? Qu'est-ce qui vous amuse? La façon de le présenter avec le recul? Non? Oui, c'est pas tellement moi, comme je pense, c'est étrange. Mais c'est marrant, quoi. J'espère que tu m'auras ri. Vous avez l'impression qu'on est trompé avec le travail de l'image, avec les clips, assez souvent? Non, mais on doit apprendre ça, quoi. C'est nouveau pour les musiciens. Pas maintenant, ça fait 10 ans pas 10 ans, mais 8 ans sûrement que le clip est important. Et on doit apprendre, nous les musiciens aussi, on doit devenir comme des acteurs de temps en temps. Et ça, j'aime pas tellement, ça me fait rire quand les musiciens sont des acteurs. J'aime pas les vidéos qui font trop de blabla, qui veulent raconter une histoire. J'aime des vidéos qui sont ouvertes pour le public, qui peut mettre dedans ce qu'il veut, quoi. Et là, combien de temps, ou spécialement Tomorrow Will Be Your Day, je préfère. Ouais. Vous dites, Stéphane Escher, que vous n'aimez pas trop le service après-vente, c'est-à-dire... Le service